Bonjour. Tranquillement, la série de capsules portant sur l'animation des mathématiques tire à sa fin. Puis aujourd'hui, on va se parler de l'engagement cognitif et du climat de classe et par le fait même, mais de la participation des élèves en mathématiques. Donc, la participation des élèves, évidemment que c'est une condition qui est essentielle parce que le climat plutôt est essentiel, le climat et l'engagement cognitif, c'est une condition qui est essentielle pour notre classe de mathématiques, puis ça va nous demander un contexte particulier. Parce que pour que l'enfant accepte de prendre des risques, de faire des erreurs, il faut que l'enfant s'engage. Puis pour qu'il accepte de prendre des risques puis de faire des erreurs, il faut aussi qu'on mette en place un contexte particulier. Avant d'aller sur ce qui est écrit là, sur la diapositive, il faut d'ores et déjà nommer le fait que si dans la classe, il y a un paradigme de la réponse unique, ou encore qu'on est dans une perspective où si l'enseignante n'a pas validé la réponse est inexacte. Donc, si elle a dit que c'était bon, c'est bon, puis il n'y en a pas d'autres de bonnes, en parlant des réponses. Ou encore, si on est dans une classe où on favorise l'application de techniques, l'automatisation des choses, puis je vous rappelle que c'est important d'automatiser certaines connaissances, mais il y a autre chose. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, si on est dans des perspectives comme ça, c'est certain que ça va être difficile d'aller chercher la participation des élèves parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre. Tu l'as ou tu l'as pas. Il y a une bonne réponse possible, puis il y a une infinité de réponses qui sont possibles. Fait que les chances de se tromper sont très grandes. Fait que c'est pour ça que dans des classes où on est plutôt dans cette dynamique-là, les élèves vont se placer beaucoup en position d'exécutant, en position de réception puis d'exécution, mais pas beaucoup en position de réflexion. Fait que là, quelque chose à réfléchir sur qu'est-ce qu'on a mis en place à notre classe ou encore comment c'était lorsque nos élèves sont arrivés. Parce qu'on va se parler plus loin aussi de contrats didactiques pour lesquels parfois, on n'est pas les seuls responsables dans cette équation-là. Ensuite, il faut penser aussi, là, établir un contexte particulier, mais en premier lieu, il va falloir, en tant qu'enseignante, qu'on ait une attitude positive envers les mathématiques, puis envers toutes les compétences des mathématiques. Donc, là, je pense, tu sais, on a quand même fait dans la formation, on va quand même faire un tour de piste de plusieurs façons de travailler la résolution de problèmes, puis, oui, la résolution de problèmes de différentes façons. Mais c'est certain que quand l'attitude par rapport à une tâche, comme à tout hasard une situation de problème avec le document de référence et le cahier de l'élève, c'est certain que si les élèves sentent que c'est peut-être une tâche qu'on n'apprécie pas ou pour laquelle qu'on trouve ardue à piloter devant le groupe, c'est certain qu'on n'aide pas nos élèves à avoir une attitude positive face à cette tâche-là. Là, j'ai pris cet exemple de tâche-là, mais aussi parfois, le parcours de certaines enseignantes en mathématiques peut être douloureux, on va dire comme ça. Puis, il faut faire attention pour pas teinter notre enseignement des blessures qu'on aurait pu avoir face à l'enseignement des mathématiques, parce qu'on sait déjà que par rapport aux autres disciplines, l'enseignement à la discipline des mathématiques est celle où l'affectif entre le plus en ligne de compte. Ensuite, bien évidemment, il va falloir mettre un contexte où on va accorder une place privilégiée à l'erreur. Si cette idée-là, parce que juste cette ligne-là accorde une place privilégiée à l'erreur, ça peut être quand même beaucoup, ça peut être une formation en soi. Donc, si l'idée vous intéresse, il y a un parcours là, qui ressemble au vôtre, pas un parcours, mais un ensemble de capsules qui ressemble à ce que vous avez vécu avec celle-ci, mais qui est beaucoup plus restreint, qui existe. Là, je peux vous partager le code du cours pour être accessible toute l'année, donc ça peut être un premier pas pour voir comment on fait pour accorder une place privilégiée à l'erreur. Il y a aussi Jo Pollard, didacticienne à l'Université de Stanford, qui, en fait, c'est un de ses objets d'étude. Comment accorder une place privilégiée, comment faire que c'est un levier à l'apprentissage, puis pourquoi aussi. Donc ça, elle le traite beaucoup dans son site Internet, qui n'est pas YouTube, mais YouCube, que vous pouvez consulter. Là, ça transparaît dans l'ensemble de ses productions, ou encore, vous pouvez, si vous êtes familier avec l'anglais, parce que c'est pas encore traduit, lire son premier livre, qui est Mathematical Mindset, où elle expose vraiment sa vision là d'une façon très claire, puis
Ben moi, j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là. On a aussi les travaux de Steve Masson, neuroscientifique, qui explique dans son langage, dans sa posture de scientifique, pourquoi l'erreur est quelque chose d'important, puis pourquoi l'erreur est à privilégier dans un parcours d'apprentissage. Donc, quels sont les impacts au niveau cognitif lorsque l'élève fait des erreurs? Donc, ça peut être aussi une écoute, parce que ça, c'est une vidéo que je vais vous proposer, qui peut être quand même très intéressante. Ensuite, pour donner aussi un contexte de classe particulier pour favoriser l'engagement, ben, il faut choisir des bons problèmes. Puis ça, on va s'en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Puis enfin, ben, créer une communauté d'apprenants. Puis pour créer une communauté d'apprenants, ça aussi, on va s'en parler un petit peu plus loin. Mais en fait, on va garder en tête que lorsqu'on fait une communauté d'apprenants, toutes les idées importantes doivent être partagées. Donc, les idées, peu importe qu'elles viennent de qui, elles doivent être reçues, elles doivent être réfléchies. Ensuite, chaque idée doit être partagée. Ben, pas chaque idée, mais les idées que l'on juge pertinentes doivent être partagées, doivent être soumises à l'ensemble du groupe pour que ça devienne une communauté d'apprenants. Là, je suis en train de vous parler finalement c'est quoi en ce moment, là, donc ce sera fait. Ensuite, dans une communauté d'apprenants, dans une classe, on va créer un climat de confiance. Donc, on va avoir à cœur qu'un élève qui prend des risques en donnant, en parlant de sa stratégie ou en nommant ses doutes, ben, c'est un élève qui ne sera pas tourné en ridicule. Ou encore, c'est un élève qu'on va respecter dans sa prise de risque, et puis qui sera pas non plus mis de côté ou ridiculisé parce qu'il a pris ces risques-là. Puis enfin, ben, en mathématiques, pour créer une communauté d'apprenants, parce que ce que je vous ai dit, c'était quand même général à l'ensemble des disciplines, mais en mathématiques, l'autre chose qui est bien importante qu'on a découvert au niveau de la didactique, surtout dans les travaux justement de Joe Baller, c'est l'idée de transmettre aux élèves que les mathématiques sont logiques. Puis ils doivent voir une trame. Puis on doit être, comme enseignante, capable aussi de clarifier le fil d'Ariane dans une pensée ou encore dans la résolution d'un problème pour qu'ils voient moi je vais dire une beauté, mais pour qu'ils voient une logique derrière ça, pour qu'ils sentent qu'ils ont des pouvoirs sur leurs apprentissages puis qu'ils peuvent y arriver à un moment donné. Fait que c'est pour ça que dans notre planification pédagogique, il va falloir en tenir compte si on est en train de travailler, mettons, un type de modélisation ou un type de problème ou qu'on est en train de travailler avec une approche, ben, pas papillonner à travers la multiplicité des approches, mais rester vraiment dans un fil conducteur pour que l'élève nous comprenne puis que l'élève puisse faire des gains puis puisse réinvestir ses connaissances. Donc, un élève engagé, c'est un élève qui raisonne et qui communique. Donc, c'est justement ce qu'on va aller voir tranquillement, pas vite, ensemble. C'est quoi raisonner? C'est quoi communiquer? Donc, quand l'élève raisonne, ben, il réfléchit. C'est un élève qui va justifier aussi ses actions et ses décisions mathématiques lorsqu'on va faire, admettons, une résolution de problème. Puis, c'est un élève qui va prouver. Donc, c'est un élève qui va être capable de prouver sa réponse ou de prouver je voulais dire la plus-value, mais c'est pas, je souhaiterais un mot plus français, qui va être capable de prouver la recevabilité, je vais y aller comme ça, de sa stratégie. Donc, quand une élève raisonne, c'est comme ça qu'on peut voir son raisonnement. On va le voir réfléchir, on va le voir se justifier par rapport à ses choix mathématiques, puis on va le voir prouver qu'il a raison. Comment on fait ça? Mais on va proposer des beaux problèmes. Je vous ai dit qu'on reviendra aux problèmes, donc on y est. Donc, on va proposer des problèmes avec un contexte signifiant. Là, je le sais, là, c'est un exemple que je donne souvent. Il va falloir que je varie mes exemples. Ce sera une mission pour l'année prochaine. Mais bon, tu sais, calculer ses REER en 6e année, c'est pas évident, là. C'est même pas évident pour un jeune adulte de 20, 23, 24 ans. Ben, calculer des REER en 6e année, j'ai des réserves quant au contexte. Si on a des élèves qui viennent d'immigration récente ou qui nous arrivent d'ailleurs au Québec, parfois, comme je vais prendre un exemple de situation problème qui met en scène un métro, puis là, je parle pas de l'épicerie, mais je parle du moyen de transport, ben c'est sûr que pour un élève qui nous arrive du Bas-Saint-Laurent puis qui est jamais allé à Montréal, puis on n'est même pas dans un contexte de défavorisation, on est peut-être juste aussi dans un contexte où ça n'a pas donné qu'il y aille, ben là, on est dans un contexte qui est peut-être pas si signifiant que ça pour l'élève. Donc, si on veut que l'élève s'engage, ben, il faut proposer un contexte qui est près de lui, qui est près de son quotidien d'enfant.
On va proposer aussi des problèmes qui vont être à la portée de l'élève. Donc, des problèmes où l'élève, soit avec des stratégies personnelles ou encore au niveau du contenu mathématique, l'élève sera capable de le résoudre. Dans un monde idéal, puis je suis convaincue, on peut pas toujours tout faire parfait, là, ça, je le comprends bien. Il y a des problèmes qui vont permettre aussi à l'élève de venir augmenter sa compréhension des mathématiques ou venir parfaire sa compréhension. Si vous envoyez des problèmes comme ça, gardez-les précieusement parce que c'est aussi un critère de très bons problèmes. Par contre, comme je vous dis, là, il y a 24 heures dans une journée, donc parfois c'est plutôt difficile. Donc là, j'ai changé la vignette de place parce que je veux que vous puissiez voir ce qui est écrit en dessous. On va aussi stimuler le raisonnement en posant des questions, mais des bonnes questions. C'est quoi les bonnes questions? Ça va être premièrement des questions qu'on aura planifiées sur la base de qu'est-ce que l'élève, c'est où que ça va accrocher, c'est quoi les nœuds qui s'en viennent, c'est quoi les conceptions où ça va faire défaut. Ce sera des questions ouvertes, donc des questions qui ne se répondent pas nécessairement par oui ou par non, mais des questions qui vont susciter la réflexion. Ce sera des questions qui vont susciter l'interaction. Donc, l'interaction avec les pairs. Pas juste avec nous en tant qu'enseignants ou avec la TES ou avec l'orthopédagogue, mais avec un enfant pour que l'autre élève agisse comme médiateur. Quand les élèves comprennent pas ce qui est expliqué, souvent ils vont dire. Généralement, nous les adultes, on va essayer de compenser ou on va faire des liens. On va faire des liens que l'élève nous aura pas dit, mais on ne mettra pas nécessairement au conscient de l'élève. Alors qu'un enfant, lui, le fait spontanément. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Ouais, mais vient d'où ton total? Mais de quelle somme tu me parles? Mais bon, alors, on favorise l'interaction. On va favoriser aussi les liens entre les connaissances mathématiques. Donc, si je travaille la fraction, je suis au 3e cycle, si je travaille la fraction, puis que j'ai un réinvestissement possible avec les statistiques, les probabilités, ben c'est excellent. À ce moment-là, tu sais, je vais venir dans mes questions favoriser les liens en disant est-ce qu'on a déjà vu quelque chose qui pourrait t'aider à établir un rapport? Puis là, ben, on va venir essayer de susciter chez l'élève des réflexions en ce sens-là en posant ces questions-là. Puis ensuite, ben, on va poser des questions qui vont permettre de prouver ou de prédire. Prouver, ben, ça va être de lui donner la chance de prouver en quoi sa solution est bonne. Prédire, c'est que parfois, ces solutions vont lui permettre de prédire la suite. Puis ça, on va surtout le voir au primaire. Au secondaire, on le voit beaucoup plus, mais au primaire, on va surtout le voir avec les graphiques au 3e cycle, où on pourrait leur demander d'anticiper la suite, par exemple, selon le contexte, ça s'y prête. Puis les élèves pourraient faire des hypothèses qui seraient mathématiquement recevables. Mais en faisant ça, on est en train de stimuler l'engagement chez nos élèves. Je vais me permettre de refaire un détour vers Joe Baller. Vous devez savoir, là, on finit par avoir des didacticiens qu'on apprécie plus que d'autres. Puis dans mon cas, j'aime beaucoup Madame Baller. Puis elle a parlé des 5 C en mathématiques. Mon collègue Jocelyn Dagenet, qui enseigne dans le coin de Montréal, a fait une infographie qui est quand même intéressante pour parler des 5 C. Donc, je vous la présente. Vous pouvez la retrouver sur son blog. Donc, les 5 C, ben, le premier C, c'est la curiosité. Donc, qu'est-ce qu'on veut trouver? C'est quoi les bonnes questions à se poser? Le deuxième C qu'on veut susciter chez nos élèves, c'est la créativité. Essayer plusieurs représentations, plusieurs chemins possibles pour résoudre une tâche. Le troisième C, c'est le courage. C'est le courage de prendre des risques et qui va m'amener à faire des belles erreurs parce qu'il faut les glorifier, ces erreurs-là. Ensuite, mon 4e C est la collaboration. Puis là, je vous l'ai dit, là, c'est moi qui ai classe, là, mais c'est pas un classement c'est très arbitraire comme classement, là. Il y en a 5, puis ils ont pas nécessairement, il n'y a pas une hiérarchie là-dedans. Donc, la 4e, c'est la collaboration. Offrir son aide, demander de l'aide, puis travailler aussi, là, je l'ajoute, là, mais travailler avec l'autre en collégialité. Donc, on se laisse pas porter parce qu'on est en équipe, mais on est partie prenante de l'équipe, justement, en nommant les choses en nommant nos idées, puis en nommant aussi les questions qu'on se pose. Puis à la fin, convaincre. Vous voyez qu'on s'en parle souvent en mathématiques, de convaincre, de prouver, de justifier. Il y a cette partie-là, si on veut un peu en mathématiques, d'être capable de défendre un point de vue mathématique en utilisant soit les processus qu'on a appris ou les notions qu'ils ont acquises. Là. Donc, puis je vais me permettre de le ramener. On est en fin de parcours ensemble, mais un élève cherchera pas toujours à convaincre son enseignante parce que peut-être, ben,
Essayer de convaincre madame Catherine qui a 38 ans quand, elle m'enseigne depuis le début de l'année puis que j'en ai 9, ben, c'est peut-être beaucoup demandé, mais essayer de convaincre son copain qui a le même âge que nous qu'on a raison, c'est plus évident. Puis ça va être plus riche aussi. Faut vraiment voir la mathématique comme une activité sociale, plus que comme une activité seule à son pupitre. Il y a des moments où on sera seul à notre pupitre, mais les mathématiques, c'est une science qui est fondamentalement sociale. Donc, maintenant, nous sommes à la communication. Donc, quand l'élève communique, c'est un élève qui va verbaliser, qui va discuter, qui va échanger. C'est un élève qui va être en relation avec l'autre. Pas juste en relation avec ses données et ses contraintes, mais qui va être en relation avec les autres élèves de la classe. Fait qu'il faut susciter ces moments-là où, justement, il pourra interagir. Donc, comment on le fait? Bien, on va l'inviter à verbaliser son raisonnement, puis on va l'inviter aussi à entrer en relation avec les autres. Donc, verbaliser son raisonnement, c'est dire ses idées, dire ses observations, dire les relations logiques qu'il voit. Puis, tu sais, ça, les élèves vont le faire spontanément. Ben, c'est logique. Bon, ben, pourquoi c'est logique? Dis-le moi. Ou dis-le à ton partenaire. On va aussi verbaliser en variant les modes de représentation. Donc, en mathématiques, on peut représenter avec des dessins, avec des schémas, on peut représenter verbalement, on peut représenter aussi avec le matériel de manipulation. Puis ça, on va s'en parler dans quelques secondes. Puis quand on échange, ben là, je vais passer vite sur ce morceau-là parce que je vous en ai parlé dans les 5C, mais quand on est en relation avec les autres, ben on le voit comme une activité d'équipe, les mathématiques. On voit ça aussi comme d'augmenter les moments où l'élève, les contextes où l'élève peut utiliser son vocabulaire mathématique. Parce que notre troisième compétence, communiquer, c'est pas juste faire des jeux d'association entre les formes géométriques ou entre une manifestation, entre l'associativité et la commutativité, là. C'est aussi utiliser ce langage-là quotidiennement dans un contexte adéquat avec une utilisation du mot mathématique aussi qui est adéquate. On peut pas avoir des oreilles partout, c'est normal. On est tout seul, puis ils sont parfois 26. Par contre, on offre des contextes pour que ça ait lieu. Puis, ben, en circulant, on va entendre comment ça se déroule, puis on pourra intervenir sur les élèves qu'on entendra. Puis de fil en aiguille, ben, on sera capable de hausser l'utilisation du vocabulaire mathématique. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du matériel de manipulation. Puis, la diapositive ne vous changera pas. Il va falloir, si vous trouvez là, que ça vaut la peine d'être noté, il faudra peut-être faire des retours en arrière puis revenir. Parce que, en fait, le matériel, c'est dur de parler du matériel de manipulation parce que la recherche débute par rapport à cet aspect-là de la didactique des maths. Mais ce qu'on sait, c'est que le matériel est important pour soutenir puis pour favoriser l'apprentissage. Fait que ça, on n'a pas de doute là-dessus, c'est important de manipuler avec des objets mathématiques pour soutenir et favoriser l'apprentissage des élèves. Par contre, ce n'est pas parce qu'on utilise du matériel de manipulation en classe que l'enfant va apprendre de lui-même. En d'autres termes, là, je sais que ça a l'air bien niaiseux mon affaire, mais en d'autres termes, ce n'est pas magique. Ça m'amène à vous parler d'un texte assez court, encore en anglais, je suis désolée, qui s'appelle Magical Hopes. Puis c'est un texte que j'apprécie beaucoup, beaucoup, que je relis probablement, je pense, une fois par mois ou plus, parce que dans ce texte-là, c'est une enseignante qui, ben, c'est une personne qui fait à la fois mon rôle de conseillère pédagogique et qui enseigne en même temps. Puis ce qu'elle nomme, puis c'est un texte qui date là, de l'arrivée du matériel de manipulation de façon plus soutenue, parce que du matériel de manipulation en mathématiques, on en utilise depuis des centaines d'années, mais de façon plus soutenue depuis relativement peu de temps. Puis elle nomme que c'est d'avoir, que ce sera pas magique, qu'il faut quand même qu'on soit à côté des élèves, ou près des élèves, là, pas, prenez pas au pied de la lettre, mais qu'il faut quand même qu'on aide des élèves, parce que c'est pas parce qu'ils manipulent qu'ils seront nécessairement meilleurs. Parce que le matériel n'est pas magique. Le matériel ne remplacera jamais le questionnement d'un enseignant ou d'une enseignante. Il nous semble aussi de plus en plus clair que le matériel pédagogique va nous servir à soutenir le raisonnement de l'élève, puis que le choix du matériel a une incidence majeure sur la tâche. Puis là, ce que ça fait, c'est que parfois, le matériel va nous permettre d'ouvrir des variables au niveau du problème, donc pourrait rendre le problème beaucoup plus facile, puis d'autres fois, le matériel pourrait rendre le problème
plus difficile. Puis parfois, un autre type de matériel pourrait rendre le problème, dans le fond, le laisserait comme il est au niveau de la difficulté. Fait que c'est une autre chose qu'il faut savoir, c'est que le matériel va avoir a un impact, je te mêlé dans mon féminin masculin, aura un impact sur la tâche. Donc, il faut se questionner quand on propose du matériel aux élèves. Si votre réflexion commence par rapport au matériel, ou si vous changez de niveau, ou si vous arrivez en enseignement, bien, vous avez peut-être pas l'expérience que ça prend pour venir discriminer avec quel matériel vous devriez aborder telle notion. Donc, tant qu'à ne pas en utiliser, vaut mieux en utiliser, plongez, prenez ce qui vous semble logique, mais ayez le souci de porter un regard sur ce qui arrive avec les élèves, puis comment les élèves utilisent le matériel. Puis après ça, bien, ce sera de faire un retour réflexif, donc un retour pour nous-mêmes, pour voir si le matériel retenu était le bon, puis vous a permis d'atteindre votre cible d'apprentissage. Parce que je vous le répète, certains matériels vont faire la réflexion à la place de l'élève. Si on parle du mur de fractions équivalentes, la réflexion de l'élève est assez mince. Ça peut être bon. Dans la courbe d'apprentissage, en un certain moment, ça pourrait être pertinent, mais viendra le moment où il faudra passer à autre chose. Donc, c'est toute cette réflexion-là autour du matériel de manipulation qu'il faut vraiment pas évacuer. Il faudrait pas faire l'équation de j'utilise du matériel, donc j'enseigne très bien en mathématiques. J'utilise du matériel, d'accord, c'est bien, c'est un excellent point de départ, mais maintenant, il faut vraiment soutenir l'utilisation de ce matériel-là. Dans la façon de soutenir aussi, ben, il faut savoir qu'on peut pas juste donner du matériel aux élèves, puis les laisser naviguer là-dedans. Parce qu'un matériel qui est mal expliqué ou un matériel que les enfants comprennent mal peut avoir un impact négatif sur l'apprentissage, pourrait même nous amener à reculer, puis on souhaite pas ça. Donc, quand on présente un matériel aux élèves, il faut leur présenter son fonctionnement. Fait que si je prends les blocs multibases, ben, il faut leur expliquer que c'est un mode que lorsque j'en ai 10, ben, je passe à la représentation suivante. Donc, quand j'ai 10 cubes, ben, je passe à ma dizaine. Puis je recommence. Quand j'ai 10 cubes, je passe au bâtonnet. Quand j'ai 10 bâtonnets, je passe à la plaque. Puis pourquoi j'ai recommencé? Ben, c'est parce que ça m'amène à mon autre point bientôt. Traditionnellement, on dit que le cube vaut 1. Par contre, ça, c'est tout à fait arbitraire. Le cube pourrait valoir 1/100. Les enseignantes du 3e cycle vous diront, ben oui, moi, dans ma classe, c'est la plaque qui vaut 1, ou ça pourrait être le cube de 1000 si on voulait qu'il aurait la valeur de 1. Mais quand on utilise le matériel puis qu'on le présente comme le cube vaut 1, ben à ce moment-là, on vient de mettre une nouvelle règle qui est pas aidante à long terme pour l'élève. Puis comme les mathématiques, j'allais dire c'est une science, mais comme les mathématiques, c'est une discipline où les connaissances sont cumulatives, ben quand on vient mettre une rigidité ou une fausse connaissance, si on veut, en disant que mon unité vaut 1, ben nécessairement, je viens d'induire pour mes collègues des années suivantes qu'elles devront détricoter des conceptions. Puis ça, ben, il y a personne qui aime ça, détricoter des conceptions, à commencer par l'élève lui-même. Fait que c'est quand je vous disais il faut expliquer le matériel, ben, vous avez vu, j'ai fait attention aux termes que j'ai utilisés. Puis une fois qu'on a clarifié le fait, comme par exemple dans le cas des blocs multibases, que c'est un système où quand j'en ai 10, je m'en vais à la représentation suivante. Mais après ça, il faut qu'on laisse les élèves naviguer avec le matériel par rapport au problème qu'on a donné. Si on explique tout de suite qu'avec les blocs multibases, quand j'ai un algorithme de soustraction ou de division, voici comment je vais faire les emprunts, voici comment je ferai les échanges, voici les règles qui se dérouleront, ben là, je suis un peu en train de couper l'herbe sous le pied d'une réflexion que pourrait faire l'élève quant à l'algorithme, puis le lien entre le matériel, l'algorithme, puis le système de numération. Fait que c'est pour ça que je vous dis pas qu'on va les laisser mariner pendant 3 mois, mais je vous dirais qu'on peut au moins se donner une bonne demi-heure pour voir comme élève qu'est-ce que je peux faire avec mon algorithme, avec mes connaissances du tableau de numération, puis avec le matériel que vient de me donner mon enseignante pour mener à terme tout ça. Fait que là, je le répète, je suis pas en train de dire qu'on va les laisser mariner pendant 3 mois. Je suis en train de dire qu'on va donner au moins le luxe de la réflexion, qui pourrait, là, je dirais moi à brûle pour point, je planifierais une demi-heure, 3/4 d'heure, voir comment ça se passe avec les élèves, quitte à passer à un plan B après.
Mais il faut être prudent avec le matériel de manipulation parce que si on dit aux élèves comment faire tout de suite, ben à ce moment-là, le matériel devient une extension d'un algorithme ou devient une façon de montrer l'algorithme, puis jusqu'à quel point les conseils qu'on aura donnés permettront à l'élève de soutenir sa réflexion quant à l'appropriation de l'algorithme. Puis dans le fond, c'est ça. Tu sais, je reviens avec cette idée-là. Le matériel de manipulation doit soutenir l'élève dans ses apprentissages. Ben, je recommence, doit soutenir son raisonnement. Fait que c'est pour cette raison-là qu'il faut en dire, mais pas trop. Puis il faut les laisser réfléchir pour leur permettre d'utiliser le matériel pour soutenir leur réflexion. Puis on se tient prêt à, par nos questions, par nos interventions, de venir clarifier son utilisation. Ou encore, on se tient prêt là, à reprendre ça à un autre moment. Là. Puis l'autre chose aussi, parce que j'ai pas terminé, c'est de plus, ben, on se rend compte aussi que pour une même connaissance, toujours utiliser le même type de matériel, puis là, ça, je vous en parlais un peu, là, vient placer des rigidités qui sont pas souhaitables chez nos élèves normaux, là, chez nos élèves en classe régulière. Je vais vous donner un exemple qui est un peu malheureux. On se rend compte de plus en plus que pour les élèves, une dizaine doit être un bâtonnet. Alors que ça aussi, c'est une conception qui est tout à fait arbitraire. Si on prend, par exemple, le Rekenrek, qui est un boulier horizontal, ben ma dizaine est plus verticale et horizontale. On a vu que chez certains élèves, notamment là, dans le coin de Montréal, où la recherche a été faite, les élèves étaient quand même décontenancés. Puis, on a vu aussi l'équivalent d'un Rekenrek, d'un boulier, mais c'était mou, là, c'était un cure-pipe. Puis là, ben, les élèves éprouvaient vraiment de la difficulté à convenir qu'on était devant une dizaine. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut faire attention. Puis, pour éviter ça, ben, parce que comme je vous dis, la recherche débute là, dans le champ de la manipulation mathématique, mais un des conseils que je vous donnerais, ce serait que pour une même connaissance, de varier les types de représentation. Donc, si je veux travailler mes fractions, bon, ben j'aurais mes blocs mosaïques, je pourrais avoir une droite numérique, je pourrais avoir une corde aussi, je pourrais avoir les fameuses bandelettes de papier, je pourrais avoir le fameux cercle, je pourrais avoir le cercle aussi des fractions qui pourra m'aider à faire le lien avec la décimale. Je pourrais avoir, je pourrais avoir les jetons, mais les jetons, comme matériel de manipulation pour les fractions, ce sera pas ils nous donnent accès à des variables qui sont puis des stratégies de bas niveau. Nos jetons, ça sera pas un matériel qu'on va garder très longtemps. Là, je vous ai donné plein de types de matériel, puis on pourrait faire un peu le même exercice au premier cycle. Souvent, au premier cycle, on reste longtemps avec les boîtes de 10, puis les élèves en viennent à oublier d'autres outils. Puis là-dedans, mais ce qui est malheureux, c'est que parfois, les boîtes de 10 peuvent être très aidants pour résoudre une situation, mais d'autres fois, pas du tout. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut varier les modalités. Puis l'autre raison aussi, c'est parce que c'est pour éviter d'induire des rigidités dans les perceptions de l'élève. Fait que c'est certain, là, vous le comprenez que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est certain qu'on va s'en reparler de la manipulation mathématique. Puis je veux encore clarifier, je vous dis pas que c'est mal la manipulation. Je vous dis qu'il faut la réfléchir, puis que comme n'importe quel geste qu'on pose dans notre classe, ce n'est pas un geste anodin, puis qu'il faut bien le penser pour qu'il nous aide à atteindre la cible qu'on se fixe, puis que c'est pas magique. Donc, lorsque vous sentez que vous n'avez pas atteint la cible que vous auriez souhaité, mais pourtant que vous l'avez bien manipulé votre concept, ben peut-être qu'il était bien manipulé, mais que c'était le matériel en tant que tel qui était peut-être pas bien choisi. Puis là, je vais juste terminer aussi en disant que j'ai dit peut-être plusieurs fois, parce que comme je vous dis, la recherche en est à ses débuts en ce moment. Donc, on est à clarifier un peu tout ça. Fait que, dans le fond, si on veut résumer, il faut être alerte en tant qu'enseignante, puis utiliser notre jugement critique, puis notre œil critique aussi. Puis la seule chose dont on est certain, c'est que la manipulation est intéressante pour soutenir l'apprentissage des élèves. Donc, maintenant, c'était fort sérieux, mais ça nous amène à une question qui est pas du tout moins sérieuse, qui est le contrat didactique. Puis là, ben, j'ai mis un point d'interrogation, mais c'est une question qui est plutôt rhétorique, parce que ben, c'est ma dernière vignette de cette vidéo, puis ça nous amène tranquillement là à la fin. Il me reste deux petites vidéos, puis on aura pas mal terminé. Dans le fond, ce que je veux vous faire réaliser, c'est que, puis je le disais un peu d'entrée de jeu là, au départ,
Ben, c'est que quand vos élèves vous arrivent en mathématiques, parfois, ils vont vous arriver avec un contrat didactique, de la réponse unique, de la bonne réponse, que si la réponse n'est pas validée par mon enseignante, c'est qu'elle est fausse, alors que c'est pas nécessairement toujours le cas. Il y aura un contrat didactique à briser, puis il y aura des choses à clarifier avec vos élèves. Là, dans cette formation sur l'animation, je me suis éclatée. Là. On a vraiment fait là, un tour de piste sur l'ensemble. Vous êtes à jour quant à la recherche autour de l'animation en mathématiques. Par contre, vos élèves, eux, ils n'ont pas fait ma formation. Donc, c'est certain qu'il va falloir clarifier avec eux vos attentes. Il va falloir clarifier avec eux aussi vos gestes pédagogiques. Puis, il va falloir leur dire que ben, là, le prochain problème, fais attention, il y aura peut-être plusieurs bonnes réponses ou l'important pour moi, c'est le processus, c'est le chemin, la réponse, je ne te demanderai même pas ou encore, on fait un Kelly, puis il y a plusieurs bonnes réponses possibles. Donc, tout ça, ça va être quelque chose qui sera clarifié avec les élèves. Parce que vous êtes un peu en train de briser le contrat dans lequel peut-être ils baignent depuis leur maternelle ou peut-être même depuis avant, parce qu'il y a aussi la perception mathématique qu'ils ont reçue de la famille. Donc, je vais vous faire penser un peu à cet aspect-là. Comment on le clarifiera aux élèves? Comment on leur transmettra aussi l'idée qu'on veut les faire parler, qu'on les encourage à partager leur stratégie, qu'on n'est pas dans de la tricherie, mais dans une construction de connaissances. Donc, un peu de tout ça, je vais vous encourager à le clarifier avec vos élèves pour tranquillement dresser les bases d'un nouveau contrat didactique avec eux. Donc, je vous dirais, au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai présenté la formation, je vous disais, tu sais, pour l'engagement, il faudra aller dans la formation suivante. Puis, j'avais changé d'avis parce que je voulais pas finalement que vous jouiez dans plusieurs classrooms. Puis, je vous dirais qu'au terme de cette vidéo-là, je pense que c'est une des plus importantes. Retenez les 5 C, retenez le regard critique important à avoir face à la manipulation, retenez l'idée de faire échanger avec les élèves, puis surtout, retenez l'idée de vous amuser en mathématiques, puis d'adopter une perspective de détective puis de chercheur en mathématiques. Parce que les mathématiques peuvent vraiment être fascinantes puis amusantes.